Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis pas tout seul. Salut Antoine, salut Nico. Ça va? Bonjour. Ça va bien? Super bien. Je suis très heureux d'être avec vous. Alors avant de commencer l'usage, tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à cette émission et tu penses à me laisser des étoiles et un commentaire parce que c'est ça qui me référence le mieux. Après, tu peux aller sur mon tellement site violent ça. En fait, tu prends le tel de ta mère ou de ta meuf et tu l'abonnes à mon émission. Et tu l'abonnes sans qu'ils sachent. Exactement. Et qu'est-ce qu'on gagne si on le fait? Eh ben, ils vont découvrir mes émissions et mes analyses et ça va leur permettre de découvrir que l'argent c'est pas sale et qu'avec plus d'argent, ben, on est mieux. Ok, j'ai un deal pour vous aujourd'hui parce que je sais que vous êtes des fidèles. Moi, ça me fait bizarre de voir Nico en vrai parce que je l'écoute tous les jours au réveil. Et des fois, même quand on fait l'amour avec ma femme, je l'écoute aussi. Elle me dit j'en ai marre. Je dis appelle-moi Nico. Elle me dit ah vas-y Nico, etc. Bon. Bref. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on fasse quelque chose. C'est qu'on tire au hasard une personne qui va s'abonner et qu'on lui offre un MacBook Pro 16 pouces qui vient juste de sortir. Antoine, après les rênes de cette émission, n'écoutez pas ce qu'il dit. Il est entre deux cafés, il est énervé. Alors je finis mon usage parce que du coup, tu vois, tu m'as fait couper mon retour micro. Tu vas sur mon site immobiliercompagnie.com et tu vas dans l'onglet programme. Il y a un programme 1 million et un programme 10 millions. Je t'aide d'avoir 1 million, je t'aide d'avoir 10 millions. Tu vas sur l'onglet livre, tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre ou alors tu peux directement aller sur Amazon et prendre le livre et le lire. Tu sais comment ça marche, je te laisse faire. Et là aussi, tu peux me laisser des commentaires, ça m'aidera toujours. Aujourd'hui, sujet super intéressant. J'ai 2 experts du web avec moi. Et la semaine dernière, j'ai décrypté une émission justement sur les mecs de l'immobilier et du web. Et je vais lancer un sujet un peu délicat, mais je vais quand même le lancer. J'aimerais bien avoir votre opinion parce qu'en fait, dans l'infoprenariat immobilier, si je peux dire ça comme ça, il y a une espèce de malaise sur un point, c'est que en fait, on a des personnes qui vendent des conseils immobiliers et qui font de l'immobilier à côté. Et il y a une espèce de débat qui est ouvert, qui consiste à dire en gros, est-ce que c'est normal de gagner plus d'argent avec de l'immobilier ou plus d'argent avec de l'internet immobilier? Et pourquoi? C'est une drôle de question que je vous pose, mais j'avais envie de vous la poser. Est-ce que c'est normal de gagner plus d'argent avec l'immobilier ou avec l'internet? Quand tu vends des conseils immobiliers, est-ce que c'est normal de gagner plus d'argent avec de l'immobilier ou plus d'argent avec de l'internet? Moi, je crois que c'est pas le fond du truc en fait. Vas-y, c'est intéressant. Je pense que c'est vraiment pas le fond du problème. Le fond du problème, en fait, et le fond du truc, il est simple. Est-ce que les conseils que tu vas donner, ils vont aider la personne ou est-ce qu'ils vont pas aider la personne? Point barre. Est-ce que ça va marcher ce que tu vas donner ou est-ce que ça va pas marcher? Après, c'est vrai que derrière ta question, il y a quand même un point clé, c'est de se dire, ok, est-ce que la personne sait de quoi il parle? Est-ce que la personne a ce qu'il faut pour pouvoir aider? C'est sûr que si moi, par exemple, tu vois, on en avait déjà fait une émission ensemble, où j'ai acheté des parkings et je fais une formation sur les parkings, peut-être que ça va bien se vendre. Mais est-ce que je suis compétent pour aider des gens à acheter des parkings? Moi, clairement pas. Hyper intéressant. Tu viens d'acheter des parkings, tu fais une formation pour acheter des parkings et par exemple, tu gagnes 200 000 € avec ta formation pour acheter des parkings. Quel serait ton retour d'expérience sur le point? Bah, je serais content. Individuellement, je serais content. Mais c'est vrai que, bon, alors, là, en fait, tu amènes un point qui est intéressant. C'est la notion de comment tu es par rapport à ta propre éthique personnelle et à tes propres valeurs personnelles. Il y en a qui se posent pas la question, ils rendent le cash et puis après chacun se démerde, ou alors on fait une espèce de rationalisation en disant oui parce qu'il y a 5000 personnes qui ont acheté mon produit, donc mon produit marche, ou ils trouveront des trucs, ou machin, parce que je l'ai fait, ça marche. Bon, ça c'est... Pour certains, ça sera ok. Moi, je sais que personnellement, si je vois que ce que je fais, ça n'a pas d'impact derrière, où je me sens pas aligné sur ce que je fais, ben, je vais mal dormir, c'est clair. Et je préfère rogner sur un chiffre d'affaires. Moi, je suis ok là-dessus. Ça a été compliqué pendant longtemps, mais aujourd'hui, j'accepte de pouvoir faire moins de chiffre d'affaires que ce que je pourrais faire, parce que déjà, j'ai envie de bien dormir le soir. Et 2, je sais que c'est pas une stratégie qui est pérenne sur du long terme. Moi, j'ai une stratégie sur du long terme et pas sur du court terme. C'est-à-dire que si tu as une stratégie et que tu vendre quelque chose, c'est facile. J'ai entendu sur une vidéo YouTube il n'y a pas longtemps, c'est facile de vendre. C'est pas facile de vendre, mais tu peux vendre tout et n'importe quoi. Tu fais le produit après, même si le produit c'est de la merde, tu peux arriver à le vendre et bien le vendre. Le truc, il n'est pas là. C'est derrière. Qu'est-ce qui va se passer avec tes clients? Est-ce que derrière, ils vont acheter d'autres produits? Est-ce qu'ils vont continuer? Est-ce que tu es plutôt sur une type de vente qui est one-shot
comme le téléachat, on va acheter la dernière connerie et puis après on va le mettre au placard et puis on va oublier, le cerveau il va faire reset et un jour on va passer sur ça, ou alors on va repasser sur la même marque, on va se dire mais non, surtout pas acheter ça, mais on s'en fout parce que de toute façon il y aura toujours des nouveaux clients qui viendront acheter, ou à contrario, tu es sur une approche qui est, certes tu fais moins de chiffre d'affaires au départ, mais après derrière tu as envie de créer une stabilité sur ton business, de telle sorte que tes clients parlent à d'autres futurs clients pour qu'ils deviennent et qu'ils rachètent d'autres produits pour toi. Donc c'est vraiment deux stratégies qui sont différentes. Moi perso, je suis sur la seconde, qui est plus lente, qui prend plus de temps, qui amène plus de stabilité et qui m'amène plus de sérénité par rapport à mon système de valeurs et mon éthique personnelle qui est personnelle et chacun a la sienne. D'accord. Et toi, Antoine, t'en penses quoi? Alors, dis-moi si j'ai bien compris la question. Ta question, c'est est-ce qu'il est... Est-ce que tu trouves normal? Par exemple, on prend le cas de Nico, il achète des parkings, il fait une formation derrière parce qu'il a acheté des parkings, il gagne 200 000 € avec sa formation. Est-ce que tu trouves ça normal? Est-ce que ça te paraît logique dans le processus de gagner finalement plus d'argent avec tes parkings, avec une formation qu'avec des parkings, qu'avec les parkings eux-mêmes, et de prodiguer des conseils ensuite sur le fait de justement, j'ai acheté quelques places de parking. Et je gagne plus d'argent à parler des parkings que finalement à acheter des parkings. Je sais pas du tout qui tu vises avec cet exemple, mais ce que je peux dire, c'est que 90% du marché. Ok, 90% des marchés, très bien. Non, je rigole. C'est de l'humour, il faut pas prendre au premier degré. Il y a quelque chose, il faut savoir que ce sont deux métiers qui sont différents. Le premier, c'est faire de l'immobilier, que ce soit du parking ou des maisons ou des immeubles, ou de la courte durée ou de la longue durée, bref, c'est de l'immobilier d'un côté. De l'autre côté, c'est vendre de la formation. C'est deux métiers qui sont totalement différents, en fait. On est d'accord. Je suis complètement d'accord. Il y a un fond en commun, c'est la connaissance de savoir comment ça fonctionne. Mais en tout cas, c'est des métiers qui sont radicalement différents dans les outils, dans le processus, etc. Derrière ça, il y a aussi, ces deux métiers sont différents et rapportent de manière différente. On peut imaginer que vendre une formation, on gagne de l'argent tout de suite et non pas à long terme. Là où l'immobilier, on est plutôt sur des stratégies qui sont à moyen long terme derrière. Et le dernier truc à savoir, c'est que c'est aussi deux stratégies qui sont très complémentaires parce que très souvent, pour investir sur du long terme, il faut du cash à court terme. En fait, c'est un peu le concept de la banque qui est prête à te donner de l'argent sur long terme si tu ramènes quand même, si tu as des preuves de revenus réguliers, patati patata. C'est très intéressant ce que tu viens de dire. Et moi, je comprends bien que ces deux métiers soient qu'on les cumule, c'est un peu comme, je sais pas, un menuisier charpentier, enfin, le mec fait les deux parce qu'en fait, t'as un peu besoin des deux pour survivre, tu vois. Et ouais, je trouve ça bien, ouais, mais je pense que c'est même pas une question de choix à un moment donné, c'est une question d'obligation. Enfin, la banque te demande des papiers ou des machins, tu dis comment je vais faire du cash rapidement, qu'est-ce que je sais faire? Je fais de l'immobilier, je vais faire un machin qui me fait du cash et patati patata, du coup, j'aurai des fiches de paye qui vont justifier que j'ai d'autres emprunts, que je fais ce que j'aime derrière. Non, mais il faut voir ça, moi, je suis pour, en fait. Toi, par exemple, ça te gênerait pas de prendre une formation chez Nicolas, l'autre Nicolas, pas moi, hein, Nicolas, on est plusieurs Nicolas ici, et on a tous un nom de famille qui commence par P. Ouais, c'est aussi le truc. Donc de prendre une formation chez Nicolas qui t'apprend à acheter des parkings alors qu'il a acheté genre un parking. C'est une question c'est intéressant, je trouve. On est dans un monde aujourd'hui qui devient de plus en plus sceptique, et moi le premier en fait, c'est-à-dire que là où dans le temps, il y a peut-être 5 ou 10 ans, tu pouvais facilement faire ça, aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a besoin d'un peu plus de connaissances en tout cas, ou que les gens sont un peu plus réticents en fait. Tout le monde s'est déjà tellement fait avoir sur internet que t'as besoin de montrer patte blanche, t'as besoin de, je sais pas, peut-être que dans le temps t'avais aucun témoignage, ça passait, aujourd'hui t'as peut-être besoin d'en mettre 10, tu vois, dans le temps t'avais pas besoin de montrer tes chiffres, aujourd'hui t'as peut-être besoin d'afficher ton machin. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce de méfiance globale du marché en fait dessus, et t'as besoin de vachement de plus de reinsurance, comment vous dites en français, de rassuration, tu vois, et sur le système. Et c'est vrai que cette année, oui, t'as besoin de montrer patte blanche parce que il y a eu des abus, clairement, il y a eu des trucs dégueulasses qui ont été faits, enfin je te raconte pas, enfin, c'est des mecs qui ont un jour perdu 3 kilos, qui ont d'ailleurs ont fait des méthodes qui ont perdu 3 kilos, tu vois, enfin de manière certaine à 100%, alors qu'en fait d'ailleurs les mecs avaient juste arrêté de manger pendant 3 repas, tu vois. Donc oui, il y a eu des abus gigantesques, et dans le temps internet ça faisait peur, on sait pas ce que c'était, on comprenait rien, on faisait confiance. En fait l'histoire c'est que dans le temps on faisait confiance, mais je m'énerve pas, mais dans le temps tu faisais confiance et c'était marqué dans un livre, donc ça veut dire que c'était vrai. T'as déjà entendu ça ou pas? Oui. C'est vrai parce que c'est marqué dans un livre, et on est passé par cette phase il y a 10 ans de ça où c'était marqué sur un site web, donc c'est vrai, parce qu'il y avait une espèce de complexité à l'écrire sur un site, c'est-à-dire que les gens qui pouvaient écrire sur un site avaient besoin de dépenser des budgets fous, donc c'était probablement vrai, tu vois. Et on est passé par cette phase là, et la phase d'après c'était qu'en fait c'était très simple de publier n'importe quelle merde et les gens en ont profité. Il y a eu des abus comme dans tout système, c'est comme dans tout système nouveau, il n'y a pas de règles, etc., on fait n'importe quoi, tu vois.
Et là, on arrive dans la phase d'après, là, c'est la phase le stade 5, tu vois. C'est la phase de maturité, en fait. T'as besoin que le mec ait à peu près acheté plus qu'un parking pour pouvoir en vendre. T'as besoin que le mec ait fait ci et ça, tu vois. Et sinon, t'as même des comme chez les rats et les souris. Les gens, ils s'avertissent, ils mettent sur les forums, faites gaffe, un tel, c'est un arnaqueur, il a rien fait, patati patata. Alors, ça veut dire que ce que t'es en train de dire, le marché va se purger. Ouais. Tu sous-entends, c'est ça, ouais, c'est ça. D'accord, c'est intéressant. On va partir, alors je suis avec 2 experts du web, j'ai envie de partir sur ce sujet de discussion. Est-ce que vous pourriez me donner, enfin comment je vais dire ça? Moi je le vis, ça fait pas longtemps que je suis sur le web, je vois que pour moi le web ça aura été quand même, je trouve que c'est quand même compliqué. Et est-ce que pour vous qui avez beaucoup plus de recul que moi sur le web, beaucoup plus d'expérience, le web est compliqué pour des gens qui se lancent ou c'est relativement facile? Là tu es en train de dire par exemple, c'est intéressant, tu dis c'est plus simple aujourd'hui d'écrire des merdes sur internet, mais est-ce que pour autant ça rend l'accessibilité au fait de vendre son savoir et d'arriver à en vivre plus facile? Le nombre de pages double chaque année sur Internet. C'est-à-dire qu'en fait, tu es dans un système exponentiel où chaque année, le web fait 2 fois plus que la taille d'avant. Donc, t'as de plus en plus de bruit, en fait. Il y a un bruit blanc, en fait, qui fait que c'est moins facile c'est plus simple de publier, mais c'est moins facile de percer. Ouais, en fait c'est faussement facile. C'est ça qui est super intéressant, moi je trouve, sur le web, c'est que on disait souvent, il y avait quand tu crées un business, c'est où est-ce qu'est la barre? Est-ce qu'elle est haute ou est-ce qu'elle est basse? Quand tu vas faire quelque chose. Si la barre est super haute et que personne n'y va, par exemple, pour acheter une franchise qui est super chère et tout ça, il y a très peu de personnes qui vont s'y mettre. Moi, j'avais regardé, par exemple, j'avais fait une mission sur Amorino, les glaces, et là, typiquement, c'est un budget énorme. Donc, la barre est tellement haut qu'il y a très peu de personnes qui vont arriver, donc il y a très peu de concurrence. A contrario, sur Internet, la barre est très basse en termes de création. Sauf qu'en fait, ce que les gens ne voient pas, et ça c'est un vrai truc, nous on le vit, c'est que la barre est très basse pour publier, créer un blog, c'est facile, tu fais 3 clics sur internet, tu as ton blog, tu crées une chaîne YouTube, c'est encore plus simple, avoir un compte Instagram, pareil, sauf qu'en fait, pour avoir cette putain d'audience, parce que c'est vraiment le mot-clé, putain d'audience, eh ben, c'est super dur. Là, il faut vraiment avoir des compétences qui sont très avancées. Si tu fais un blog, si tu fais du YouTube, tu es obligé d'avoir des compétences en SEO, des compétences rédactionnelles, des compétences vidéo. Si tu fais des réseaux sociaux, il faut que tu comprennes le mode de fonctionnement du système, il faut que tu saches te faire des liens. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de directions qui sont possibles, qui sont accessibles. Tu as vite fait de partir dans tous les sens. Tu vois, par exemple, moi je vois à l'époque, je prends souvent ce point de référence parce qu'il est très... il est vraiment très révélateur. Mon père était plâtrier. Il vivait au début chez ses parents. Ils n'avaient pas le téléphone à la maison. Donc, les clients, tu te dis comment il arrivait à avoir des clients? C'était une autre époque. Et bien en fait, les gens arrivaient, ils allaient chez lui, dans le petit village, ils frappaient à la porte pour parler avec mon père. Et mon père marchait très bien sur son activité sur les premières années. Et après, progressivement, il y a eu le téléphone, puis après Internet. Bon, lui, il n'a pas connu cette période-là. Il y a eu Internet, il y a eu, maintenant, il y a les TripAdvisor, les Google. Et tu m'avais dit qu'il t'avait embauché pour taguer les façades, comme ça, il pouvait être embauché derrière pour aller les refaire et les replâtrer derrière. C'est ça que tu m'as dit, ouais. Non, pas les taguer, les détruire. Les détruire avec des pierres et des cailloux. C'était un beau business. Très bon marketing, très bon marketing. Tu faisais beaucoup d'argent à l'époque. Hein. Oui, donc en fait, ce que tu veux dire, c'est que le marché évolue et qu'on sous-estime l'évolution qu'il y a eu sur le marché du web et qu'aujourd'hui ça paraît simple, mais ça l'est pas. Ça l'est pas. Et puis surtout, en fait, c'est la grande guerre sur Internet, la grande guerre, mais partout, hein, c'est l'attention, la visibilité. Quels que soient les business aujourd'hui, c'est vraiment être visible. Alors moi, j'ai envie de dire, c'est marrant parce qu'on le voit, on le reçoit sur des pubs Internet et tout ça. Quand tu fais de la pub sur Facebook et tout ça, tu as forcément des commentaires un petit peu assassins ou autres, ou encore un arnaqueur, ou il vit de ça, machin, ou tout ça. Si c'était si facile, ça se saurait, surtout quand tu fais des produits ou des offres sur le business. Sauf que justement, si la pub arrive à la personne, c'est qu'il y a eu un énorme travail derrière qui a fait que c'est ça. Donc c'est pas si facile que ça. Et donc ouais, donc il y a un peu tout ça, ouais. Dans le sport, tu sais, moi je fais pas mal de sport, c'est ce qu'on dit quand tu vois, bon moi c'est de la natation, mais quand tu vois un nageur qui réussissait
et que tu avais les boules en fait, mais ton entraîneur, il te disait, mais mec, il est meilleur que toi parce qu'il a travaillé juste 3 fois plus que toi, quoi, en fait. Et toi, tu es là, tu le vois, ça a l'air facile et tout, il glisse plus. Mais en réalité, il y a 3 fois plus de travail. Aujourd'hui, vous êtes tous les deux sur Internet. C'est quoi, alors, c'est quoi le temps de travail? Parce que j'aimerais me parler d'un mythe, la semaine de 4 heures. Alors, vous vivez la semaine de 4 heures ou pas, les gars? C'est à moi. Moi je vis la semaine. Il n'y a pas d'attente, répondez tous les deux. Moi je vis une semaine de 312 heures en fait. C'est-à-dire que non seulement j'ai pas assez de temps, mais en plus j'embauche des gens qui eux-mêmes n'ont pas assez de temps, qui doivent embaucher des gens qui n'ont pas assez de temps en fait. C'est ça ma vie. Et mais dans tous les domaines, que ce soit pour devenir. Il y a beaucoup de sportifs qui réussissent bien en tant que businessman parce qu'ils ont compris un truc, c'est qu'il faut des habitudes, de vie, il faut se lever à une certaine heure le matin, il faut se forcer à se lever, il faut se nourrir d'équilibré, faut pas trop faire la fête, il faut bosser comme un fou. Et ouais, en fait, c'est un monde qui est bizarre en fait. La France, t'as pas trop de place pour la médiocrité en fait. Tu peux soit te mettre en bas et tu kiffes ta life, tu fais n'importe quoi et t'as des allocs. Enfin, je critique personne, c'est le système ou te dire je suis pas dans le business et je m'en fous et voilà. Et t'as une espèce de zone grise entre les deux où si t'es bon, t'es juste dans une espèce de zone grise qui est atroce et en sort les pépites, c'est des gens qui sont excellents en fait. Pour réussir, il faut être excellent. Et pour être excellent, personne n'est excellent par défaut. Enfin moi typiquement, si je suis bon, c'est pas parce que je suis meilleur, c'est juste parce que j'y passe plus de temps, tu vois. Là où j'ai même pas genre des facilités quoi. J'ai juste passé réellement plus de temps, tu vois. Je réussis parce que j'y passe plus de temps. C'est ça mon secret de la réussite, c'est pas l'intelligence en fait. Et ouais non, il faut bosser comme un fou, il faut être excellent. Et mais c'est un peu comme dans la musique. Enfin, combien de personnes veulent devenir rappeurs, tu vois? Pour réussir, faut être juste excellent. Combien d'humoristes sont extrêmement drôles mais marchent pas? Il faut être excellent en fait. En réalité, Internet permet aujourd'hui à des gens de réussir dans ces milieux-là, alors qu'avant c'était moins possible. Enfin, plus facilement, tu vois. Ça a donné l'accès à des réussites comme ça. Et toi alors, Nico, la semaine de 4 heures moi j'ai l'impression que je bosse pas assez. Ma femme trouve que je bosse beaucoup. Pas beaucoup, ta femme elle trouve que Elle trouve que je bosse beaucoup, au contraire. Donc je crois que ça se résume à peu près là, quoi. Et mais après, l'autre point donc là, c'est vrai que c'est pas très sexy tout ce qu'on est en train de dire là, mais ce qu'il faut pas oublier quand même, c'est qu'on s'éclate, quoi. On prend un pied fou tous les 3 ici. On est heureux dans notre boulot. C'est un autre truc. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime, c'est qu'on bosse beaucoup, mais moi, j'ai bossé au CNRS pendant 2 ans. Je savais pas que tu avais travaillé au CNRS. Tu as travaillé au CNRS? Ouais. C'était une planque ou pas? J'ai envie de le savoir. Mais justement, j'allais y venir. J'allais demander. Il va balancer, tu crois, les gens? Je sais pas. Jean-Michel, si t'écoutes, c'est pour toi ça. Je savais pas. Alors en fait, moi dans mon cas, non, il y a des gens qui bossent, c'est comme partout, c'est toujours pareil, c'est entre. C'est 6 heures par jour, 5 heures. Entre une généralité et un cas particulier. Mais moi, je kiffe ces micros en fait. Moi, mais le sujet chiant sur le CNRS, je kiffe ces micros, ils sont trop beaux. Regarde ça comme c'est beau. Et enfin, vous vous rendez pas compte, on est dans un studio avec les deux Nico Pen, dont allez voir sa chaîne YouTube et son nouveau livre, avec Nico Popic qui est merveilleux, il est super beau, il a une super chemise. On a 2 micros qui sont mais magnifiques en fait. C'est un micro Rode. En fait, c'est ceux que je rêve d'acheter depuis très longtemps. Là, pour situer, on est dans un hôtel 5 étoiles. Il y a la plage qui est à côté, il y a les palmiers. Je sais pas si on entend trop les bruits des oiseaux. On n'est pas du tout dans un hôtel 5 étoiles. Dis-leur qu'il y a un projet immobilier sur la table où tu te trouves. Je sais pas pourquoi on vient de faire livrer du champagne à l'instant, livré par des femmes assez courtement vêtues, mais je suis dans des situations de rêve. Et c'est même pas ces femmes dénudées que je regarde, c'est ces micros qui sont merveilleux. Enfin, je vous souhaite tous de vivre l'expérience que je suis en train de vivre pour être devant ces micros, quoi. Et devant Nico. Je veux savoir, est-ce que alors, le CNRS, on est reparti. Est-ce que tu as vécu la semaine de 4 heures au CNRS? Respirez bien, allongez-vous, ça va passer. Ça va bien se passer. Fais-le rapidement, parce qu'Antoine, il ne veut pas parler du CNRS. Non, oui, franchement, au CNRS, je demandais le boulot. J'allais chercher le boulot. Ah oui, tu travaillais pas. J'avais fait un site de paris sportif pour les potes du boulot. Quand t'étais au CNRS. Et les micros sont noirs en fait, c'est des micros Rode. Alors vous voulez savoir la marque précisément? Bon, Antoine, on va continuer l'émission. Ça part. C'est que Antoine ne veut pas qu'on parle du CNRS. N'en parlons pas. Nous ne disons pas que Nicolas ne travaillait pas au CNRS. Moi, j'ai posé une question. Antoine, est-ce que tu aurais le temps d'investir dans l'immobilier avec tes semaines de travail? Mais alors, qu'est-ce que c'est comme connecteur au final? C'est ça que je me pose comme question. Antoine, est-ce que tu aurais le temps d'investir dans l'immobilier avec tes semaines de travail? Mais non. En fait, alors, je dis l'immobilier.
Je vais vous révéler quelque chose sur l'immobilier, les amis, et sur le web aussi en même temps. L'immobilier, ça fonctionne lorsqu'on est excellent, quand on est très très bon en fait, parce qu'en fait, il y a 99% des gens qui sont pas bons en fait. C'est pas une remarque de aigrie que je vous donne, mais c'est comme dans le web en fait. Quand tu vois passer des choses sur le web, il y a 99% des gens qui sont pas bons. Et ceux qui marchent, c'est les 1%. Et je pense que pour réussir dans l'immobilier, il faut être entouré par des gens qui sont excellents, comme Nico par exemple. Parce que, enfin, moi, je me lancerai jamais dedans tout seul, tu vois. Typiquement, je me ferai accompagner par quelqu'un qui est excellent, parce que ça à peu près ta seule chance de survivre. Est-ce qu'avec tes semaines de travail actuellement, t'aurais le temps? Mais non, mais par contre, j'irai recruter, embaucher, prendre en coach quelqu'un comme toi, mais t'aurais directement. pas le temps toi matériel de te. Ah non, c'est sûr que possible. non. Mais il faut monter en compétence, un truc de fou. Alors en fait. moi ça m'intéresse parce que du coup Nicolas, toi t'as eu le temps, t'as trouvé du temps pour investir. Comment t'as fait? Mais écoute, j'ai pris le temps. Déjà, tu m'as conseillé. Oui, bon. Déjà, j'y suis pas. Non, je parle pas de ça pour ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment par rapport à ton travail. Mais ça fait. Non, mais ça fait partie du truc. Hein. Ça fait vraiment partie du truc parce que à un moment donné, j'avais pas envie de chercher à droite à gauche. J'ai exactement le même truc qu'Antoine. Ça me fait pas kiffer l'immobilier. Donc j'avais besoin d'infos rapides, j'avais quelqu'un de ultra compétent devant moi, donc je te posais des questions et j'avais mes raccourcis. Moi ce qu'il me fallait c'est mes raccourcis pour faire ça et ça. Et même aujourd'hui sur mon activité d'entrepreneur, donc j'ai pas délégué la gestion de mon immobilier à une agence, par contre j'ai mon assistante qui gère, j'ai tout délégué j'ai tout délégué cette activité là, donc moi je ne m'en occupe pas ou peu. Oui, d'accord, et t'as quand même pris le temps de le faire. J'ai quand même eu cette nécessité là Dernière question sur l'immobilier, après on passe à autre chose. Est-ce que tu es content d'avoir investi dans l'immobilier? Je suis content d'avoir investi dans l'immobilier, ouais. Est-ce que tu le referais? Ouais. D'accord. Alors j'ai une question à vous poser sur le marketing. Vous êtes deux marketeurs. J'ai une question à vous poser sur le marketing. Est-ce que vachement réducteur, personne ne veut être marketeur sur ça. C'est clair. Oh, vous êtes des marketeurs les gars, arrêtez. Est-ce qu'il y a des limites au marketing? Il y a des limites au marketing. Est-ce que tu peux, par exemple, est-ce que pour vendre, tu peux écrire n'importe quoi? Moi, j'ai déjà vu des mecs, moi je parle de mon secteur, sur l'immobilier. Tu vois une page de vente, alors je vais pas donner les chiffres, mais un coup tu vois une page de vente avec écrit j'ai 100 apparts, le coup d'après ils en ont 300, le coup d'après ils en ont 50, et tout ça sur un mois d'intervalle. C'est juste impossible. Mais j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des limites ou pas? En fait, c'est pas moi qui ai la réponse, c'est André Comte-Sponville. C'est qui? André Comte-Sponville, qui est un philosophe. C'est super intéressant. En fait, là ici, ta question, c'est un mélange en fait sur trois choses. Il y a vraiment trois niveaux. C'est super intéressant, même quatre. Il y a le niveau de ce qui est possible ou ce qui est pas possible. Est-ce que c'est possible de faire? Est-ce que c'est pas possible de faire? Il y a le niveau de est-ce que j'ai le droit de le faire? Est-ce que j'ai pas le droit de le faire? Et il y a un troisième niveau. Est-ce que c'est moral de le faire ou est-ce que c'est pas moral? On prend un exemple pareil. Le clonage humain, aujourd'hui, c'est possible. Je pourrais te cloner. Sympa. Maintenant, est-ce que j'ai le droit de te cloner? Non, j'ai pas le droit. Mais il est possible que j'ai le droit de te cloner. Alors, est-ce que c'est moral ou pas de te cloner? Ça, c'est une autre question. Et là, du coup, en fait, les questions que tu poses, c'est tu poses une question qui pourrait avoir une réponse économique ou une question morale. Est-ce que tu peux écrire de la merde sur une page de vente pour vendre plus et écrire des mythos sans arrêt? Oui. Techniquement, c'est possible. Oui, techniquement, tu peux vendre. Est-ce que tu as le droit légalement de le faire? Oui, sous certaines conditions. Donc, il y a des choses que tu as le droit de faire, il y a d'autres choses que tu n'as pas le droit de faire. Maintenant, est-ce que c'est moral de le faire? Est-ce que c'est honnête? Ça, c'est une autre question. Et ça, c'est une question qui va être de l'ordre de la morale. Et ça n'a rien à voir avec le droit ou avec la partie financière. C'est moral, c'est voilà chaque individu choisi. Voilà ma réponse. Antoine, t'en penses quoi, toi? Déjà, j'aimerais savoir combien de personnes sont arrivées. On est à combien de temps de podcast? T'inquiète pas, ils ont l'habitude, je fais des émissions de 2h30. Alors j'aimerais savoir qui est arrivé jusqu'ici. Est-ce qu'ils peuvent écrire des choses en dessous du podcast ou pas? Non. Il n'y a pas de. S'il y a des endroits, oui, ça dépend des plateformes. Est-ce que tu peux écrire éléphant rouge si jamais t'es arrivé jusqu'ici du machin en commentaire, comme ça je saurais si t'as regardé. Mais marque éléphant rouge, mais pas genre éléphant versant, ça veut dire autre Antoine, chose. réponds à la question. En fait, il y a des cas, mais bien sûr qu'il faut pas mentir. Mais après ça, t'as des cas aux limites. Je te donne un cas aux limites très simple. Pour une raison ou pour une autre, t'as fait un mauvais mois et tu sais très bien que si tu vends ta formation ou ta page de vente dans l'état, tu sais que tu feras un certain chiffre d'affaires. Tu sais très bien que si tu changes 2-3 phrases, tu vas faire x3 ou x10 dessus. Et le cas aux limites, c'est que t'as certains mois ou certaines situations où t'as besoin ne serait-ce que de survivre ou de bouffer ou d'avoir un toit sur ta tête, où t'es forcé d'arranger un peu la vérité. Alors au début, tu y vas un peu comme tu peux, et puis des fois, enfin l'être humain, c'est un être qui est plein de faiblesses. Enfin moi le premier, tu vois, il arrive des fois que tu racontes des machins qui sont pas exactement vrais. Maintenant, ce que je pense qu'on est tous imparfaits,
que je pense qu'il faut faire, c'est dans la mesure du possible, soit le plus honnête possible, tu vois. Il y a toujours des retours de bâton. Moi, je crois beaucoup au karma. Tu vois, toute la merde que t'envoies dans l'air, elle va te retomber dessus, quoi. Donc, dans la mesure du possible, arrange-toi pour en avoir le moins possible, être le plus transparent et le plus honnête. Maintenant, je connais personne qui dirait dans ce podcast que celui qui n'a jamais menti sur sa page de vente me jette un micro Rode noir, tu vois. Et je veux dire par là, c'est que, enfin, oui, bien sûr, on l'a tous fait à plus ou moins grande échelle, mais enfin, essaye de le faire le moins possible, d'être le plus cohérent. Maintenant, il y a des gens chez qui c'est pathologique, il faut les fuir, ces gens-là. Parce que même en fait, le fait de les fréquenter, c'est des trous noirs, les mecs, en fait, ils t'aspirent dans le merdier, tu vois. C'est marrant ce que tu dis. Perds des années de vie, quoi. Garde le micro, c'est la suite. Comment tu fais alors maintenant? Parce que vous êtes de l'autre côté, vous produisez les pages de vente. Mais ça m'intéresse, vous, quand vous tombez sur un produit qui vous intéresse, comment vous faites, vous, en étant producteur de ce système de pages, pour savoir si le mec il est honnête ou pas, pour savoir si le mec... Tu vois ce que je veux dire? Comment tu fais toi quand tu vas analyser une page de vente? Tu regardes quoi toi du coup? Moi, il y a des produits que j'achète des fois parce que je trouve juste belle la page de vente en fait, où je vois l'arnaque arriver, mais je me dis c'est trop beau. Mais rien que pour le récompenser d'avoir fait une arnaque aussi belle, je vais payer. Mais moi, je suis trop con, tu vois. Et je vais l'acheter. Je me dis, ça, c'est un ça mérite. Ça mérite. T'es genre, t'écoutes Tutor King, tu payes. Le mec, t'as même pas demandé de payer. T'as juste dit, il y a deux dreams, tu vois. Mais c'est le machin est beau, tu vois. Tu fais, vas-y, ça c'est beau, j'achète quoi. Et puis après ça, t'as aussi, enfin moi aussi, j'ai des chouchous. Je sais que j'ai des mentors dans ma tête. Enfin, que je vais changer tous les 6 mois, tu vois. Comment t'as réussi à te dire? Je crois en ce gars-là. Parlons de mecs sérieux. Là, tu m'as pris les mecs. Bon, ok, je peux comprendre. Le mec qui mérite a fait son taf, pas de problème. Mais là, tu tombes sur une page de vente, le produit t'intéresse vraiment et tu as envie de vérifier que le gars est sérieux. Tu vas faire quoi? C'est quoi ton réflexe? Je ne marche pas comme ça, enfin, personnellement. Il y a Ogilvy qui a dit un jour, tu peux pas forcer c'est un marketeur des années 50, il a dit tu peux pas forcer les gens à acheter quelque chose qu'ils ne veulent pas acheter. La meilleure chose que tu puisses faire en marketing, c'est d'arriver à mieux formuler que eux une idée qu'ils ont dans leur tête. Et en fait, il y a des gens, des fois, tu tombes sur une page de vente, le mec a mieux formulé que toi dans ta tête ton problème, en fait. Et là, tu vas dire, putain, mais bingo, le mec, il sait exactement ce que je vis, il m'a compris, tu vois. Et antériorité ou pas, quand un mec t'as déjà fait, quand déjà une page de vente t'a fait avancer sur un truc dans ta tête, tu te dis, vas-y, je lui laisse sa chance. Déjà là, gratuitement, j'ai avancé. Payons, dans la limite du raisonnable, payons quelque chose, et puis on verra si j'avance encore plus derrière, tu vois. D'accord. Mais je vais pas aller faire une recherche du FBI sur son compte bancaire, sur ses comptes cachés, etc. D'accord. Et si j'ai un petit doute, éventuellement, je vais taper dans Google son nom. Mais aujourd'hui, il y a quand même, c'est une communauté de rats, tu vois. Les gens sont vachement avertis, en fait. Il y a des forums entiers. Enfin, je sais pas si je tape, par exemple, Nico Popovic arnaque, ne le tapez pas dans Google, mais tu tapes, il n'y a rien qui ressort. Je vous le dis déjà à l'avance, il n'y a rien qui ressort. N'allez pas le taper. Mais il n'y a rien qui ressort, tu vois. Et tu vois, donc ça, c'est aussi un signe parce qu'aujourd'hui, tu peux pas. Il y a de la facilité à l'accès dans tous les sens et tu peux aussi facilement détruire quelqu'un si jamais le truc est bon. Si tu as un doute, tu le tapes. Mais déjà, le fait que le mec t'ait parlé, c'est suffisant. Moi, j'investis par exemple 10% de mes revenus sur de la formation. C'est une règle que je me suis fixée. C'était ma prochaine question. Je voulais savoir si vous étiez consommateur de produits d'information. Et donc, je regarde ce que je gagne et 10% j'en mets pour me former, et du coup ça me permet aussi d'avancer. Et puis des fois, une fois sur deux je tombe mal, une fois sur deux je tombe bien, puis tant mieux. Enfin, c'est aussi le prix de l'apprentissage, tu vois. C'est comme quand je vais acheter un appareil photo ou un micro Rode, et ben une fois sur deux j'achète un truc, mais c'est pas le bon en fait, et je le revends, je le jette. Enfin, c'est juste le prix de l'apprentissage en fait. Voilà, ça m'aura coûté deux fois le prix, mais au final j'aurais trouvé le bon matériel derrière. Ou des fois, je sais pas, tu cherches un développeur. Enfin, moi des fois il m'arrive, je veux faire une application, je vais filer le même projet à 3 personnes. Et parce que je sais que sur les 3, statistiquement, t'en as au moins un qui va réussir son projet. Donc ça me coûte 3 fois le prix. Mais je suis aussi sûr derrière que ça va marcher. Oui, t'es sûr d'avoir le résultat que tu escomptes. Les formations, c'est pareil. Par exemple, je sais pas si je vais à un mastermind, je vais en prendre 3, tu vois. Enfin, puis je me dis que sur les 3, il y a un truc qui va marcher, qui va se passer. Si je cherche un psy, un coach, une femme, ça c'est encore autre chose. Mais on en parle. Et toi, Nico, tu te formes ? Ouais, bien sûr, j'arrête pas. Déjà, moi, sur les formations, effectivement, quand j'ai une... T'as pris 3 femmes, toi ? Ouais. C'est plus simple. Ouais. Et déjà, au niveau des formations, le premier point, moi, je pense à un truc par rapport aux formations, acheter des formations. J'ai un énorme déficit de confiance sur les formations de web marketing aujourd'hui. Et surtout dans le marché anglophone. Par exemple, je suis tombé sur une formation qui ont bombardé de pubs sur Facebook, sur Instagram, tout ça et compagnie. Je sais plus le nom. Au fond de moi, je ne pouvais pas l'acheter parce que je me suis dit, putain, ça va encore être une espèce de mytho derrière. Donc j'ai un énorme déficit de confiance là-dessus. Par contre, j'achète encore des formations de marketing
on va dire plus sur la partie marketing, et j'en reviendrai sur les autres sujets après, sur des personnes en qui je sais que la personne est béton. Je sais que derrière, ça va apporter une solution à un problème. Une des dernières que j'ai achetées, c'est notre ami commun Jean Rivière, qui avait fait une formation sur WordPress, comment installer un WordPress pour les marketeurs. Moi, c'était exactement mon besoin que j'avais à l'instant donné, c'était très pratico-pratique. Je l'ai acheté, j'ai même pas regardé le prix ou quoi que ce soit, sans hésiter. Maintenant, pour d'autres domaines d'activité, comme par exemple le travail sur soi ou d'autres sujets, là par contre, je vais être beaucoup moins critique sur les formations. Parce qu'en fait, je sais qu'une formation en marketing, la personne, c'est son métier. Donc c'est son métier de mettre en valeur les choses. Donc je sais qu'il y aura une exagération des choses. Et aussi, j'ai eu un déficit de confiance parce que j'ai été déçu des formations. C'était des formations qui était bien pour moi à un certain niveau, qui aujourd'hui ne l'est plus. Et après, dernier point, j'ai un mode de fonctionnement aussi qui en fait, moi, ce que je dis, les seules personnes qui m'intéressent, c'est les morts. Donc, je ne lis que des bouquins de gens qui sont morts, je ne m'intéresse qu'à des personnes... D'ailleurs, je confirme parce que tu as mon livre et tu le lis pas, donc il attendra que je suis mort. Parce que t'es pas encore mort. C'est ça, exactement. Et donc, en fait, moi, j'ai un mode de fonctionnement où je vais chercher des sources de savoir et de connaissances qui étaient écrits il y a 300, 200, même il y a 50 ans en arrière. Tu vois, tu citais au Guide Vie, typiquement. Ça, parce que je sais que c'est quelque chose qui a traversé le temps. Donc, comme ça a traversé le temps, pour moi, là, il y a de la valeur. Donc, c'est mon mode de fonctionnement et c'est ce qui me fait kiffer. Après voilà, je prends de l'actuel, sauf le truc des marques, enfin, pour le marketing. Oui, d'accord. Je vais basculer maintenant, après on arrive à la fin de l'émission, parce que Antoine quand même s'inquiète. Alors, on arrive à la fin de l'émission, donc les précédents, donc les non, moins... Non, c'est pas fini, j'ai encore des questions. Alors les moins fans ont tapé tout à l'heure éléphant rouge, donc là on va arriver aux plus fans déjà, parce que là vous faites partie des 3-10%, mais c'est les mecs qui marchent bien, ceux qui vont jusqu'au bout en fait. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui vont jusqu'au bout, c'est ceux qui ont patienté les histoires de Nico tout à l'heure, comment ça s'appelle etc. Je reprends la même parce que là Antoine, écrivez girafe verte. Alors là je m'adresse au girafe verte. Là je sais que ça va y aller. Vous embêtez pas, éléphant rouge, girafe verte, vous mettez tout sur le même commentaire, parce que comme vous aurez tout écouté, bref. On va parler un peu de la création de contenu, j'ai envie un peu d'en parler. Alors, tous les deux vous créez du contenu sur internet. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent que ça intéresse, qui se posent des questions. Moi, si je fais des podcasts aujourd'hui, c'est grâce à Nicolas Penn qui est ici. Donc merci, parce que sans toi j'en serais pas là. Et je m'éclate toujours à le faire. Mais aujourd'hui, vous deux qui êtes quand même sur le web et qui avez beaucoup d'expérience, vous conseillerez quoi à des gens qui auraient envie de créer des contenus? Sous quel angle vous attaqueriez? Par quoi vous commenceriez? Quelle serait pour vous une plateforme incontournable à commencer en création de contenu? TikTok. Le mec est pas bien. Une plateforme simple. Écoute, moi je suis un peu un minimaliste du truc. Alors à la fois c'est marrant parce que j'accouche de formation, mais au forceps quasiment. À chaque fois c'est un déchirement. Enfin, s'il faut que l'extraire de moi, c'est un truc compliqué. Mais je pense que c'est pareil pour tout le monde. En fait, je suis pas sûr que quelqu'un soit genre heureux de faire une formation. Il y a un truc compliqué. Il faut parler, il faut s'exprimer, il faut organiser ses idées. C'est compliqué en fait. Ça rappelle des ancrages du baccalauréat où il fallait taper une disserte. Tu vois. Enfin, un truc qui est pénible. Mais une fois que c'est fait, t'es heureux parce que t'as eu ton bac. Tu vois. Enfin, en principe, ça dépend en fait. T'as quel âge? Marque ton âge en commentaire aussi. Il y a quelque chose qui est extrêmement simple pour faire des formations. Je pense qu'en fait, c'est de réduire ça dans le moindre d'étapes possible. Je te donne un exemple. Attends, je te coupe. Je ne te demande pas comment faire des formations. Je te demande sur quelle plateforme quelqu'un qui se lance doit créer du contenu en premier. Je te donne un exemple très simple. La création pour avoir son audience dont on parlait tout à l'heure. Un truc très simple pour sortir une formation. Hein. Non, une formation, du contenu. Je veux que la personne que tu leur donnes des conseils sur... je veux me lancer sur la création de contenu. Est-ce que je dois faire un podcast? Est-ce que je dois faire une chaîne YouTube? Est-ce que je dois avoir juste un compte Instagram? Quel est pour vous aujourd'hui le support? Alors le support que vous préférez. Voilà, je vais vous poser la question comme ça parce que effectivement il y a un support qui correspond à chaque personnalité, ça on le comprend. Mais est-ce que vous aujourd'hui il y a des supports sur lesquels vous êtes plus à l'aise que d'autres? Il y a un truc moi aujourd'hui il faut regarder dans le top 5 applications téléchargées au monde. Il y a en numéro 1 il y a Facebook, en numéro 2 il y a Instagram qui appartient à Facebook,
En numéro 3, il y a Facebook Messenger qui appartient, je vous laisse deviner, à Facebook. En numéro 4, il y a... et je crois qu'il y a genre TikTok en numéro 4 en fait. Et TikTok a refusé d'être racheté par Facebook en l'occurrence. Mais donc, en l'occurrence, si jamais t'es sur une gamme de produits de Facebook, enfin go for it, tu vois, j'ai envie de dire un truc très simple par exemple, tu publies une fois par jour un petit post, une petite photo, un petit machin sympa sur Facebook, mais je parle vraiment de Facebook en fait, parce que Facebook vend très bien derrière, et de temps en temps tu mets juste un lien PayPal vers une formation, puis quand la personne l'a acheté, tu lui envoies un lien vers ton Google Drive où tu as stocké ta formation. Enfin, ça peut être aussi simple que ça de faire une formation et de la vendre, mais enfin cultive ton audience quelque part. Moi dans mes deux préférés, de toute façon j'ai les deux plus grosses plateformes au monde, c'est Facebook d'un côté qui est numéro 1 en application, et en numéro 2 il y a YouTube. YouTube, si t'aimes te montrer, si t'aimes faire des vidéos, si t'aimes parler, ça marche très bien, ça fidélise beaucoup les audiences. Donc Facebook, typiquement, un plan très simple pour faire du fric dès demain. Dans Facebook, tu te crées une page pro, tu gardes ton compte perso, t'ajoutes des gens sur ton compte perso qui sont dans le milieu que tu veux vendre, et tout simplement, tu partages tes idées chaque jour, que ce soit en audio, en vidéo, en texte. Enfin, c'est très simple de vendre dans Facebook. Et puis, dès que les gens like, tu peux aller les contacter, leur proposer tes produits. Enfin, c'est de l'ordre de quasiment de l'heure, en fait, pour vendre quelque chose. Après ça, il faut encore s'y mettre, il faut oser le faire passer le cap, et il faut être régulier. Enfin, je pense que c'est deux choses à faire. C'est garder en tête que la création, c'est quelque chose qui est régulier, la création d'audience, donc il faut être régulier. Fixe-toi un rythme que tu peux atteindre. Si c'est une fois par semaine, c'est une fois par semaine. Si c'est une fois par mois, c'est une fois par mois. Si c'est une fois par heure, c'est une fois par heure. Enfin, choisis ton rythme en tout cas, mais que tu peux suivre dans toutes les circonstances, qu'il vente, qu'il pleuve, ou que tu sois dépressif, ou que tu sois très heureux. Et la deuxième chose, c'est sur ces plateformes-là, propose des produits de manière simple. Fais un lien PayPal, t'engages même pas sur des WordPress, sur des ClickFunnels, sur des Learnybox, des System.io. Fais un truc simple, fais un lien PayPal en fait. Et fin de l'histoire, tu vois. Enfin, un truc simple. J'ai un ami qui a fait 500 000 € grâce à un lien PayPal il y a 3 mois de ça. Enfin, il a juste mis sous sa vidéo YouTube un lien PayPal en fait, et ça s'arrête à ça, tu vois. Et il a envoyé à la main à tous ceux qui avaient acheté la formation, qui est juste un Dropbox ou un Google Drive avec un lien à partager. Il fait fin de l'histoire, tu vois. D'accord. Et plus tard, tu feras une plateforme, et plus tard, tu feras des trucs, mais vas-y simple, le plus simple possible. Le plus simple possible. Ce conseil vous sera facturé 987 €. Non, moi je crois que de toute façon, il ne faut pas chercher à complexifier les choses. La seule et unique solution pour vraiment réussir sur Internet, c'est TikTok. Oui, c'est tout. Il tient ton TikTok. Je peux pas y aller, moi. Je sais même pas ce que c'est, tu sais. Si, en fait, c'est des. Je Ça suis allé. des Musical.ly au début. Ouais. Et en fait, c'est-à-dire que tu as un scénario préécrit. Et tu dois respecter le scénario en fait, et ça donne un résultat qui est intéressant à voir, on va pas se mentir, ça fait des trucs intéressants, des effets visuels intéressants. Après voilà. Ouais, non, ça c'est plus un petit peu pour mettre en avant. C'est la preuve, n'empêche que par le paiement, parce que TikTok ils y sont arrivés au forceps, je sais pas si vous avez vu la campagne de pub qu'ils avaient mis en place pour arriver à lever autant d'utilisateurs. Et tu vois là vraiment qu'avec de l'argent tu peux acheter ton audience. Ah non, le business model de TikTok, comme ils sont arrivés, effectivement il est complètement duplicable. Alors qu'est-ce que vous en pensez vous de ça? Quelle est la qualité d'une audience achetée par rapport à la qualité d'une audience acquise? Bah, c'est pareil en fait. De toute façon, dans le business, il y a deux règles. En général, tu as soit du temps, soit de l'argent, quoi. Enfin, t'as assez rarement les deux, quoi. Et souvent, quand on démarre, on a plus souvent du temps que de l'argent. Donc, on va plus souvent créer une audience manuellement. Mais si tu as de l'argent, le résultat est le même, en fait. D'accord. Alors, question respective à l'un d'entre vous. Vous êtes pour l'achat. Enfin, toi, tu préfères quoi? L'achat d'audience et la création de contenu, l'un ou l'autre, ou les deux? Et pareil pour toi, Nico. Mais les deux sont... Alors, quand tu as un peu d'argent en terme, les deux sont très complémentaires. Par exemple, tu peux te faire des... Admettons, tu as une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube, typiquement, il faut compter au moins... Enfin, je veux pas déprimer les gens, mais il faut compter au moins à peu près... Enfin, au moins entre 1 et 2 ans pour que le machin donne des résultats. Donc, de manière native, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc, si tu peux venir compenser pendant 1 an ou 2, d'acheter du trafic, de te faire du monde, de faire de la vue, etc., c'est super chouette. D'acheter à court terme... Et à long terme, de faire que de manière native, le machin prenne le relais dessus, c'est des super stratégies. Ouais. TikTok aujourd'hui font moins de pubs, j'ai l'impression. En tout cas, ils ont mis beaucoup de monde dessus. Ils ont atteint leur seuil critique, j'imagine. Et après ça, maintenant, ils ont suffisamment pour vivre en fait. Ouais, donc là, on est sur une stratégie que j'adore. Tu commences par de la finance et après ça, tu mets des stratégies, enfin natives, de la vraie stratégie. Mais après ça, c'est pas encore une fois, c'est pas si jamais t'as le temps, c'est pas une obligation. Enfin, moi, je sais que j'étais salarié pendant très longtemps et en double activité le soir, je faisais mes vidéos YouTube parce que je savais qu'il me fallait 6 mois, 1 an pour que ça démarre, pour que le machin prenne, etc. Donc, on revient un peu au début de l'émission, et c'est bien, parce que j'aime bien conclure avec la fin. Ce qui veut dire que
au début, c'est qu'on peut arriver à faire les deux à la fois. C'est-à-dire qu'on peut arriver à avoir une activité et se lancer sur le web. Et puis petit à petit, comme ça, commencer à amorcer son arrivée sur le web pour, quand ça prend de la place, basculer sur le web. Je crois que ça s'appelle la stratégie de la femme enceinte, je crois. Il faut pas trop stresser une femme enceinte, en fait, parce que si tu veux qu'elle accouche de quelque chose de sympa. Et sur le web, cette image est très bizarre, mais sur le web, en fait, c'est pareil. Si tu veux accoucher d'un truc sympa, t'as intérêt à être dans des conditions qui sont plutôt favorables. Et je vois beaucoup de gens qui arrêtent leur job du jour au lendemain, qui se disent, vas-y, je vais me mettre à fond dans mon machin, parce qu'il faut que je sois à temps plein, etc., sur mon activité, qui sont stressés, qui vont soit mal agir parce qu'ils seront dans l'urgence d'avoir vite des revenus, soit sortir du contenu qui sera pas forcément le bon, soit partir sur des voies qui sont un peu plus des raccourcis qui en seront pas au final. Et ouais, mets-toi toujours dans des circonstances qui te rendent heureux, je pense, globalement, et puis vas-y tranquillos. D'accord. Accouche tranquillement si ça prend 9 mois ou 3 ans. Là, je parle pas de femme enceinte, mais... Sur la partie trafic gratuit versus trafic payant, effectivement, tu as à peu près répondu à tout. Il y a ces deux stratégies qui sont différentes, qui sont très complémentaires. Même sur la stratégie trafic organique, on oublie aussi qu'effectivement au début c'est le temps, on prend tout notre temps, on est au four et au moulin, donc ça peut voir un petit peu trop, mais qu'il y a des stratégies financières aussi qui permettent d'investir sur la stratégie organique. Par exemple, payer quelqu'un qui va faire le montage, quelqu'un qui va faire le référencement, tout ça. Donc finalement, en fait, cette stratégie peut demander de l'argent. C'est juste deux stratégies qui sont différentes. Moi, je préfère l'organique pour une simple et bonne raison, c'est que la stratégie financière, c'est tu mets de l'argent, tu fais du volume d'achat de vente pendant un certain moment donné, dès que tu coupes le robinet, ça retombe. Bon, tu as capitalisé des clients, tu as capitalisé des prospects, mais ça retombe quand même. Alors que la stratégie organique, elle démarre plus lentement, mais par contre, elle a une courbe de progression qui est très forte, et après, elle tourne pas toute seule, mais elle tourne beaucoup mieux. Donc ça, moi j'aime bien ça. Et tu peux même l'accumuler avec ce qui s'appelle le retargeting. Le retargeting, moi je trouve c'est génial comme système. C'est t'as une personne qui voit qui arrive par hasard sur une de tes vidéos, sur ta page Facebook ou autre, et avec les régies de pub Facebook ou Google, eh bien tu vas revoir ces personnes à un budget moins cher qu'une pub à un trafic froid. Donc ça c'est sympa. C'est sympa. Avant-dernière question et après on a terminé. À votre avis, aujourd'hui, pour se lancer sur Internet, il faut quel budget ? Vous estimez, vous vous lanceriez aujourd'hui sur Internet avec tout ce que vous savez ? Vous partiriez avec de l'argent, sans argent ? Et si oui, quelle somme ? Quel montant il vous faudrait pour vous lancer et faire un chiffre intéressant ? Écoute, je vais faire le lien entre la question d'avant et celle-là. J'ai créé un site qui s'appelle je récupère mon ex.com. Il m'aura fallu 10 ans de blogs, d'articles de blog, de vidéos. C'est plus de 2000, entre 2 et 4000 articles de blog. Je crois on en a éliminé une bonne partie qui était moins pertinente. C'est plus de 1500 vidéos sur YouTube. Ça a pris 10 ans pour monter le machin. 10 ans, c'est tellement long. Enfin, c'est une infinité de temps, quoi. Enfin, pour situer, je sais même pas ce que je mange demain, tu vois. Enfin, c'est 10 ans, c'est très long, quoi. Et j'ai recréé une autre société qui parle de conseils pour cartonner sur Internet, pour être heureux sur Internet. Et j'ai réussi en un an à avoir les mêmes résultats. En fait, la seule différence que j'ai faite, c'est que j'ai mis 100 000 euros de pub dedans. Donc, c'est les 100 000 euros ou 120 000 euros de pub qui m'ont rapporté, je dis pas de bêtises, à peu près 1 million. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai réussi en un an à avoir le même résultat que la boîte d'avant qui avait mis 10 ans. Et grâce à la pub. Après, ça, on est d'accord que si demain j'arrête la pub, le machin marchera plus, tu vois. Mais en tout cas, ça fait une espèce d'amorce qui est super intéressante. Donc, au fait, le web, il y a pas une espèce de règle absolue. C'est ouais, si t'as de l'argent, c'est chouette pour démarrer. Après ça, il faut encore. C'est comme l'immobilier. Enfin, il y a vachement de parallèles avec l'immobilier. L'immobilier, tu peux. Si jamais je viens et je te dis j'ai 1 million, enfin, je peux aussi bien les perdre bêtement dans un mauvais investissement. Et je peux les perdre facile, non, c'est ça, ouais. Non. Si tu viens avec 1 million, à moins que tu aies un mauvais conseiller, après, mais c'est compliqué à perdre en immobilier. Ok. C'est pas pareil. L'immobilier, c'est à part parce que tu as le capital et la rente. Donc, si ouais. tu veux, à partir de là, tu as une double sécurité en fait, que tu n'as pas ailleurs. Tu l'as pas. Enfin, si tu l'as dans mais même si je m'y connais pas, je peux pas me faire de mauvais investissements. À mon avis, si je m'y connais pas en immobilier, moi je crois. Et bon, tu me branches sur la question de la fin du coup. On va quand même demander à Nicolas. Attends, je vais te répondre. Nicolas, toi, combien de capital pour te lancer si tu avais besoin de te lancer ? Après, on y va comme ça, on conclut.
Ouais, pour compléter un petit peu ce que tu as dit, parce que finalement, en fait, c'est très très juste. Premier point, en fait, je crois qu'on oublie un point fondamental, c'est avant de parler de capital, au départ, il faut parler aussi de compétences. C'est-à-dire que tu peux avoir, si quelqu'un commence de zéro et va investir 50 000 balles sur Internet, je dirais la première chose que je lui ai dit, surtout, ne crame pas ton budget de suite. Ton budget, il faudrait que tu le crames sur 2 ans, 3 ans. Parce qu'au début, tu connais rien, tu vas investir sur la pub, tu vas jeter ton argent par les fenêtres. Donc, moi, par contre, aujourd'hui, avec les compétences que j'ai, effectivement, il faudrait plusieurs dizaines de milliers d'euros. J'aimerais commencer, j'utiliserai cet argent-là pour investir, mais de façon stratégique. Par contre, effectivement, comme toi, moi j'ai commencé à zéro, j'ai commencé avec Peanuts, enfin pas avec Peanuts, j'ai commencé avec un fonds de sécurité qui me permettait de pouvoir développer mon activité et me laisser 2 ans pour vivre. Voilà, moi ça a été le truc de départ. Mais mon erreur que j'ai faite pendant de nombreuses années au départ, c'est justement que j'ai joué un petit peu la carte de un peu pingre, de pas sortir de l'argent. Ça a été ma plus grosse erreur. Et ma seconde société, je me suis fait accompagner direct. J'ai pris des gens qui m'ont aidé en fait, et je me suis trompé une fois sur 2, mais des gens qui m'ont aidé. Aujourd'hui, tu as la chance, Internet c'est un espèce de monde de requins, c'est compliqué, tu as des pages de partout, tu sais plus où aller, tu as des conseils dans tous les sens, tu as des podcasts, tu as des vidéos, tu sais plus trop qui écouter. Tu as quand même une chance dans cette histoire, c'est qu'il y a des gens que tu peux suivre, des gens qui sont super inspirants, et ça c'est gratos, tu vois. Tu peux les contacter sur Instagram, tu peux les contacter sur Facebook, tu peux les contacter par email. Enfin, moi je sais que j'ai des gens par exemple qui font des fois le tour de la planète pour venir se loger en Airbnb près de chez moi, parce qu'ils savent que le fait d'être un peu près de moi, j'ai même des gens qui ont emménagé en fait à 100 mètres de chez moi en fait, c'est une histoire vraie quoi, parce qu'ils savent que le fait de fréquenter quelqu'un qui réussit, ça va leur donner des indications sur comment se comporter, comment faire. Moi par exemple, j'étais dans un coworking avec Antoine BM pendant 2 ans. On a tous les deux bien marché, et c'est pas rare, Norman fait des vidéos, et les autres, comment ils s'appellent, Cyprien, etc., étaient dans un même endroit, parce qu'en fait, en fréquentant des personnes qui sont dans un bon état d'esprit, tu t'avances. Et il y a un truc qui est, enfin, je dis pas que c'est gratos, parce que souvent, l'accompagnement est payant, mais t'as quand même cette possibilité d'aller contacter des gens qui réussissent, pour savoir où foutre ton fric, pour savoir comment l'investir. Et souvent, c'est des gens qui sont dans la gentillesse. On a choisi ce boulot pour être dans la bienveillance, donc souvent, c'est des gens qui vont te conseiller, qui vont te dire, fais plutôt ci, pas plutôt ça, etc. Et choisis les biens, mais contacte-les, renseigne-toi, déplace-toi, enfin prends un ticket de TGV, viens les voir, bouge-toi, viens ne serait-ce que prendre un café avec eux, et t'auras des super infos. Et ça coûte quoi en fait? Ça coûte un peu de ton temps, ouais, ça coûte de se bouger le cul. Moi je l'ai pas fait au début, j'ai pas été voir ces gens-là, je me suis dit les gens, ils vont jamais rien me filer, c'est des monstres, j'aurais dû bouger mon cul quoi. Aujourd'hui j'hésite pas, enfin il y a 3 semaines j'avais une question, je me suis posé une question, j'ai pris un billet pour aller à la Réunion pour voir la réponse, tu vois, parce que le mec je savais qu'à la Réunion il avait la réponse, donc ça m'a coûté 1000 balles de ticket d'avion, mais en tout cas j'ai eu la réponse qui va me débloquer plein de choses dans ma vie. J'ai bougé mon cul le samedi matin à 8h, je me suis dit, il me faut la réponse. À midi, j'étais dans l'avion pour partir là-bas et le voir. Après ça, bon, il faut 1000 euros, c'est encore une autre chose comme question, mais t'as des gens qui sont pas loin de chez toi aujourd'hui, se déplacer, partir en voyage, ça coûte rien, quoi. Enfin, tu peux partir à Barcelone pour 34 balles. Tu peux aller n'importe où dans le monde, tu peux prendre un Ouigo en TGV pour aller n'importe où en France. Enfin, bouge-toi le cul, quoi. Va les rencontrer, ces gens. Pose-toi les bonnes questions, et c'est probablement là qu'il y a du temps à investir. Et la plus grosse erreur, c'est de rester chez soi, de rencontrer personne, de se dire je vais trouver tout seul, de ma propre manière. Et enfin, il y a des conseils qui sont gratuits sur Terre, tu vois. Il faut en profiter, il faut mec, bouge ton cul, tu vois. Bouge ton boule. C'est la meilleure conclusion que je pouvais rêver, on en reste là. 2 dernières choses et c'est fini. Antoine Pietavin, Nico Pen, on peut vous retrouver où? Alors moi, on peut me retrouver par podcast déjà, avec le podcast Business de la connaissance sur la partie business. Et ceux qui me connaissent savent que j'ai aussi un autre secteur d'activité sur lequel je m'éclate, qui est l'énéagramme, les profils de personnalité. Dont, alors je sais pas quand tu vas sortir le podcast, un nouveau livre qui est le petit livre de l'énéagramme que vous trouverez à la Fnac, à Cultura, Amazon, partout. Et ça n'a absolument rien à voir avec le sujet. En fait, on pense que ça n'a rien à voir avec le sujet, mais c'est faux parce que la connaissance de soi, ça aide énormément, et surtout quand tu veux développer une activité, quel que soit le domaine. D'accord. Et toi, Antoine? En tapant dans Google, alors Pétavin, je te donne les lettres dans l'ordre, c'est P-E-Y-T-A-V-I-N. Je suis déçu, je crois Antoine que t'allais Pétavin. Ça aurait été plus drôle. N-I-V-A-T, bon bref. Mais non, mais tapant dans Google, j'arrive dessus. Ouais. Voilà.
T'as une chaîne YouTube, je crois. Il y en a aussi, ouais, il y a un peu de tout, mais tu vois, c'est assez simple. On a fait une magnifique vidéo où on se tape. Et je suis ravi d'avoir été interviewé. Alors, en parlant de Nico Popovic, il a fait une vidéo hier sur ma chaîne YouTube. Il m'a dit, j'ai toujours rêvé de faire une vidéo sur les conseils amoureux. Donc, Nico parle de sa vie. Et si jamais tu veux en savoir plus sur Nico, que tu adores déjà, tape Antoine Pétavin, Nicolas Popovic, et tu vas tomber sur la vidéo où il parle de sa femme, de love coach. De love coach, d'amour, de femme, je sais pas si j'ai de été tromperie. meilleur, mais c'est ce que je pense. Il était très très bon. La vidéo fait pas mal de vues en plus en 24 heures là. Je voulais rajouter un dernier point qui est quand même assez essentiel, c'est que si tu es resté à écouter cette émission jusqu'au bout, bien évidemment, tu auras partagé... Serpent bleu. Non, Serpent hippopotame. Hippopotame. Sur Instagram, sur l'Instagram, Immobilier Compagnie, tu lui envoies un message, tu lui écris hippopotame, il sera content, tu vois, il sourit, bleu. il est heureux là. Les écoutez pas. Allez, allez, hippopotame, Merci ça lui fera beaucoup plaisir, pour toutes ça lui les fera plaisir. réponses. À très bientôt dans une prochaine Ciao à émission. tous, bye. Salut. Ciao.